Bonjour Jean-Marc Ayrault. Bonjour. C'était hier soir à Barcelone. 6-1 pour le FC Barcelone dans les arrêts de jeu. Qualification du Barça, désillusion pour le Paris Saint-Germain. Un but incroyable, les Parisiens ont regardé Neymar distribuer le jeu. La qualification, la remontada. Voilà, Franck Bélanger, Sébastien Hazard au commentaire. Vous avez regardé le match hier soir, Jean-Marc Non, Ayrault? je n'ai pas regardé, mais j'ai quand même suivi. Et c'est très impressionnant parce que personne ne s'attendait à un tel résultat. Exact, Hein. exact. Tout le monde a... C'est une forme de choc. Hein. Mais enfin, bon, l'histoire n'est jamais finie. Le sport peut être aussi surprenant que la politique parfois. Oui, mais c'est le sport. C'est pas la même chose. C'est pas la La même politique, chose. c'est une affaire sérieuse. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Surtout quand il s'agit de choisir un avenir pour son pays. Un sommet européen se déroule vendredi et samedi à Bruxelles. Beaucoup de problèmes, bien sûr, pour la communauté européenne. Parmi ceux-ci, le Brexit. On peut dire aujourd'hui, Jean-Marc Ayrault, que tous les Européens sont unis face à la Grande-Bretagne, qui prépare donc sa sortie de l'Europe. Il faut que tous les Européens restent unis dans la négociation qui va commencer. Fin mars, Theresa May, la première ministre britannique, va adresser officiellement sa demande de sortie. Donc c'est la négociation qui va démarrer dans le cadre de l'article 50. Quelles sont les conditions, en quelque sorte, de la séparation, du divorce, hein, de la sortie comme d'une copropriété. Donc ça va être compliqué, ça va durer 2 ans. Et pour que ça soit très clair et très ferme, sans agressivité, et ça c'est la première étape. Pour ça, il faut que les Européens restent unis. Ils le sont aujourd'hui. Je dois dire que France et Allemagne, qui jouent un rôle très important à l'échelle européenne, sont totalement soudés. Ça a été confirmé d'ailleurs à la réunion de Versailles que François Hollande a organisée avec l'Espagne et l'Italie. Et donc nous allons entraîner dans cette direction. Et je rappelle qu'après la négociation de sortie, après le Brexit, il y aura une autre négociation qui va commencer. C'est quelle relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, qui sera alors là une relation avec un pays tiers, hein, qui ne sera plus du tout dans l'Union européenne, qui ne participera plus à ses règles et ses lois, et qui sera un pays tiers avec un accord de libre-échange qu'il va falloir négocier, qui va être compliqué, mais qu'il faudra négocier en préservant nos intérêts, bien entendu. Donc, Brexit, l'un des enjeux de ce sommet. Il y en a un autre plus formel et plus institutionnel, Gilles Monstein. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, arrive en fin de mandat. Alors, il voudrait rempiler, mais son pays, la Pologne, ne le souhaite pas. Est-ce que ce poste pourrait revenir, par exemple, à François Hollande ? Je crois que ça se fait par consensus, comme ça s'est fait pour Donald Tusk la dernière fois, et que là, on s'achemine vers une proposition qui sera faite par le président en exercice de l'Europe, qui est Malte, hein, et qui va consulter. A priori, il devrait y avoir consensus pour la reconduction de Donald Tusk. Sauf que la Pologne, qui n'a pas démérité. Sauf que la Pologne, son pays d'origine, y est opposé. C'est vrai, mais pour des raisons qui relèvent de politique intérieure polonaise, pour des règlements de compte politiques et qui n'ont pas à avoir des conséquences sur le fonctionnement d'Europe. Je crois qu'au moment où, justement, vous venez d'évoquer le Brexit, avec tous les risques que ça peut comporter pour l'avenir de l'Europe, on a besoin de cohésion, on a besoin de solidité, on n'a pas besoin d'improvisation. Plutôt besoin de par continuité. ailleurs, le Donald Tusk est libéral et le président de la République lui-même, le nôtre, François a Hollande, dit que le poste pourrait revenir à un socialiste. Non, ce qui est vrai, peut-être pas si Martin là. Schulz gagne à l'automne prochain. Ce qui est vrai, c'est que l'Europe à 27, aujourd'hui à 28, c'est la même question, c'est l'équilibre politique qui doit prévaloir. Et jusqu'à présent, il y en avait un, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, du Parti populaire européen, le social-démocrate Schulz à la tête du Parlement européen, et un libéral à la présidence du Conseil européen. Donc ça, cet équilibre, aujourd'hui, n'existe plus. Non, puisqu'ils sont tous les trois de droite. Il faut y veiller pour l'avenir. Nous sommes en période électorale, là, dans beaucoup de pays. Hein. Les prochaines élections, c'est le 15 mars aux Pays-Bas, ensuite en France, Hollande à la ensuite en tête de Allemagne. l'Europe, c'est de la science-fiction totale ou ça pourrait arriver ? La désignation du futur président, c'est le renouvellement de Tusk, a priori, ça va se faire demain, enfin cette semaine. Donc ça sera Hollande trop tôt est encore pour président de la République, que je sache. Donc cette question ne se pose pas de cette façon. L'Europe qui est face à beaucoup d'épreuves, je le disais, vous avez cité le scrutin qui aura lieu aux Pays-Bas la semaine prochaine, le 15. mercredi prochain, où l'extrême droite pourrait faire un score important. C'est aussi le cas en France. C'est une menace. À défaut d'en prédire la victoire, Marine Le Pen est tout de même forte dans les sondages. Vous considérez que c'était une menace pour l'Europe ? On a dit que le Brexit, c'était une menace pour l'Europe. Non, c'est une menace. Qui pouvait déstabiliser l'Europe, et ça n'est pas le cas. Soyons clairs. L'Europe a des défauts. Je ne veux pas dire le contraire. Il faut qu'elle s'améliore, qu'elle protège plus, qu'elle investisse plus, qu'elle s'affirme plus sur la scène internationale. On fait des progrès hein, en matière de sécurité, notamment les frontières.
protection des frontières. Là, lundi dernier, j'étais à cette réunion des ministres des Affaires étrangères et le Conseil européen d'aujourd'hui et de demain va confirmer ce que nous avons proposé en matière de défense, un état-major, parce qu'il y a une première esquisse, plus d'autonomie stratégique, plus de capacité d'investissement. Bref, l'Europe s'affirme et elle doit s'affirmer de plus en plus. Pourquoi ? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui n'a jamais été aussi incertain. Il y a le Brexit, vous venez de l'évoquer, c'est pas rien, on ne mesure pas encore toutes les conséquences, y compris pour le Royaume-Uni, son unité même, mais aussi l'élection de Trump, qui est en train de changer les règles du jeu. Changer les règles du jeu, notamment en matière commerciale, en revenant à une forme de protectionnisme, en envisageant de mettre des taxes aux frontières, et qui peut avoir des conséquences extrêmement graves, et qui peut provoquer une nouvelle crise commerciale et financière. Donc si l'Europe n'affirme pas sa cohésion et ne se protège pas, comme elle a su surmonter la crise de 2007, alors c'est une catastrophe pour chacun de nos pays. Donc on est à cet instant extrêmement grave, avec beaucoup d'adversaires de l'Union européenne, donc Brexit et aussi Trump, mais aussi la Russie qui préfère avoir la sortie de l'euro. La sortie de l'euro, ce serait la fin de l'Europe, résister. Oui, parce que les adversaires de l'Europe, ils ne sont pas seulement parmi ceux que j'ai cités, ils sont aussi à l'intérieur de l'Europe. C'est les partis de droite, c'est les partis d'extrême droite. Marine Le Pen veut la sortie de l'euro. Ouais. Ça se traduirait par quoi, la sortie de l'euro ? Obligatoirement et automatiquement par une montée considérable des taux d'intérêt. Donc pour vous donner un chiffre, en gros, c'est 30 milliards qu'il faudrait rembourser en plus à dette constante. Et donc, ça, c'est quoi 30 milliards ? Comme ça, on dit 30 milliards, ça veut peut-être rien dire, mais 30 milliards, c'est à peu près le budget de la défense. C'est la moitié du budget d'éducation nationale. Et donc, l'inflation suivra immédiatement. Et l'inflation, c'est pour ceux qui consomment, les classes populaires, les classes moyennes, une baisse de pouvoir d'achat immédiate et l'isolement de la France. Donc ça, c'est la partie la plus absurde du point de vue de l'intérêt national du programme de Marine Le Pen, dont on ne parle pas assez. Mais elle n'est pas la seule à défendre ça. Il y a d'autres partis d'extrême droite, il y a les élections aux Pays-Bas, qui disent la même chose. Donc on ne peut pas se permettre de laisser défaire et détruire l'Europe. Et on y revient dans une minute, il est 8h40, Victor Maté pour l'essentiel. Le PSG privé de quart de finale de Ligue des Champions, c'est une première depuis 5 ans. Paris éliminé après une soirée de cauchemar, défaite 6-1 à Barcelone à la dernière minute après pourtant avoir gagné 4-0 à l'aller. Des routes inédites dans l'histoire du foot européen. Johnny Hallyday le confirme lui-même, le chanteur de 73 ans est atteint d'un cancer depuis quelques mois. Les rumeurs de ces derniers jours sur les réseaux sociaux et dans la presse People l'ont fait réagir, mais Johnny tient aussi à rassurer ses fans sur sa bonne forme du moment. Comment reprendre de l'élan à un mois et demi de la présidentielle? Benoît Hamon reçoit Bernard Cazeneuve en fin de matinée. Officiellement, le Premier ministre vient parler questions migratoires et sécurité. Le candidat du PS, lui, espère un soutien face à la montée d'Emmanuel Macron. Après les violences de mardi dans des établissements de Saint-Denis, en particulier le lycée Sugère, 8 adolescents, tous mineurs, sont présentés à un juge aujourd'hui. Près de 50 autres jeunes en garde à vue ont finalement été relâchés. La suite de l'émission politique sur France Info avec Jean-Marc Ayrault ce matin. Question Gilles Bornstein. Oui, le candidat du Parti Socialiste, il s'appelle Benoît Hamon, je vous le rappelle, critique non pas l'euro, mais l'Europe telle qu'elle fonctionne actuellement et particulièrement la règle des 3%. On l'écoute, c'était sur France Inter la semaine dernière. Moi, je pense que cette barre des 3%, objectivement, est un non-sens. Mon objectif, il est de ne plus caler une politique publique sur cela. Oui, il va falloir faire des choix qui supposent parfois de ne pas respecter forcément ce qu'est la trajectoire linéaire qui doit nous conduire à un objectif de 3% ou moins. A-t-il raison ? Et pouvez-vous voter pour un candidat qui propose une telle politique ? Ça mérite une clarification, c'est évident. Moi, j'ai été Premier ministre, donc j'ai... eu à travailler pour réduire les déficits de la France, qui étaient dans une spirale très, très inquiétante. On était près de 5% de déficit. Alors donc on a fait un effort considérable, mais on a obtenu un temps supplémentaire pour le faire, parce qu'on nous demandait d'abord, en fonction des règles que nous avions nous-mêmes acceptées, de le faire dans les 2 ans. On a vu que c'était très difficile, et on a obtenu effectivement d'avoir plus de temps. Donc un assouplissement des règles, puisque nous ont accordé ce temps. Et maintenant, le candidat du Parti Socialiste dit... Ça ne s'est pas fait tout seul, c'est parce qu'il y a eu le candidat du Parti Socialiste maintenant dit, moi, si je suis élu, je ne respecterai pas. Quand vous entendez ça, vous dites quoi ? Je dis qu'il faut expliquer pourquoi c'est une règle, et ce n'est pas un dogme, mais c'est une règle qu'on s'est fixée collectivement lorsque l'euro a été créé. Oui, mais il le sait ça, monsieur. Et moi, il était au gouvernement. Je pense aux intérêts du pays. Si on laisse filer la dette, parce qu'il s'agirait de ça, oui. On rembourserait encore plus d'intérêts d'emprunt. Et pourquoi il faut éviter ça ? C'est parce que de quoi a besoin la France ? La France a besoin d'investissement.
Et donc, ne pas se donner de marge de manœuvre en diminuant, je dirais, cette contrainte de la dette, c'est de ne pas pénaliser le pays pour son avenir. On a besoin d'investir dans quoi? On a besoin d'investir dans l'éducation, la formation professionnelle, dans la recherche, dans la transition énergétique, dans le numérique. On a besoin d'investir aussi dans la sécurité, la défense. On fait avec quel argent? Alors, si notre argent va à la banque... Vous avez répondu à la première partie de la question. Alors, il y a un problème. Et ce problème, il est sur la table. Et c'est normal qu'à l'occasion d'une élection présidentielle, ce point soit clarifié. Mais est-ce que c'est un casus belli pour votre soutien, de vous le dire ce matin. Est-ce que c'est un casus belli pour votre soutien, cette histoire des 3%? C'est autre chose, j'y reviendrai tout à l'heure. Vous me parlez des questions de fond. Eh bien, on en les parle. questions de fond, il faut les aborder. Vous me posez une question de fond, j'y réponds. J'en ai posé deux. Et je réponds clairement. Est-ce que ceci vous empêche de soutenir la candidature de Benoît Hamon? Je vois que Bernard Cazeneuve va aujourd'hui rencontrer Benoît Hamon. À son QG, oui. Je suis convaincu qu'il va lui dire tout ça. Et on verra quelle est la réponse. Je ne vais pas faire de procès d'attention. La réponse, elle est claire. Il a dit dans le Si, le projet du jour, c'est la clarification. J'ai écouté Bernard Cazeneuve à plusieurs reprises, nous avons discuté ensemble, nous allons encore nous rencontrer tout à l'heure. Nous avons le souci de la clarté avant le vote et nous avons le souci aussi de la prise en compte du bilan. Le bilan, c'est quoi? Est-ce qu'il a que des qualités, le bilan? Je ne parle pas seulement du mien, je parle du quinquennat et du bilan de François Hollande. Bien sûr qu'il n'a pas que des qualités. Sinon, l'ambiance politique serait plus favorable au président sortant. Il serait candidat. Donc c'est un fait. Je ne sous-estime pas cette réalité. Il y a des frustrations, il y a des insatisfactions. Mais en même temps, viennent de tomber aujourd'hui des chiffres sur la création d'emplois dans le secteur marchand, dans le secteur privé, pas dans la fonction publique. C'est près de 200 000 emplois. Et bien sûr, ça vient tard. Pourquoi ça vient tard? Parce que la situation était très dégradée en 2012, plus dégradée que nous n'imaginions, mais les efforts que nous avons faits, les réformes que nous avons faites, notamment en redonnant des marges de manœuvre aux entreprises, le CICE, le pacte de responsabilité, le plan de formation, etc., portent ses fruits maintenant. Et le candidat du Parti socialiste ne les prend pas en compte. Comme un atout, pas comme un levier, comme un boulet, mais comme un atout. Donc ça veut dire que c'est très important. Vous attendez... Parce que sinon, si on a tout faux, si on n'a fait que des erreurs, pourquoi vouloir à tout prix voter à nouveau pour un socialiste? Vous avez employé le mot clarification. Vous attendez des clarifications de Benoît Hamon? Je pense que c'est le sens de la visite de Bernard Cazeneuve. Cazeneuve. D'ailleurs, on voit bien que si cette clarification n'est pas faite, il y a toute une série de gens qui sont mal à l'aise, non pas seulement parce qu'ils veulent défendre le bilan ou parce qu'ils ont considéré que la contestation permanente de l'action du gouvernement était préjudiciable, mais parce qu'ils trouvent qu'il y a une forme de cohérence et qu'ils veulent être rassurés sur cette cohérence. Et puis pour une autre raison, oui. Je vais vous dire la principale raison. Moi, je ne suis pas venu pour annoncer un soutien à tel ou tel candidat ce matin. D'accord. Mais je suis venu pour à la fois exprimer une grande inquiétude, mais aussi dire une conviction. C'est que notre pays, aujourd'hui, dans le contexte que j'ai décrit tout à l'heure, de danger, de risques et de menaces, ne peut pas se permettre l'aventure. Et il y a une double aventure qui se profile devant nous. Il y a le risque de Marine Le Pen. Il ne faut pas le sous-estimer. Pourquoi? Je dis il y a un risque de Marine Le Pen, non pas parce que ses propositions sur l'Europe peuvent convaincre, elles font peur, mais parce qu'il y a une sorte de ras-le-bol du système politique, d'égard du système politique, des partis politiques, il y a une certaine colère, et qu'il y a une tentation qu'il ne faut pas sous-estimer, de dire, bon, après tout, on n'a pas essayé, on peut renverser la table. Donc, et renverser la table, c'est un peu un coup de poker. Et je ne suis pas en train de donner des bons et mauvais points, mais c'est simplement pour décrire un risque. Et puis, il y a un deuxième risque, parce qu'il ne faut pas se considérer que l'affaire est pliée. Il y a la candidature de François Fillon, avec tous les malaises qu'il crée par son attitude, ses affaires, mais aussi l'attaque qu'il porte à l'état de droit et à l'indépendance de la justice. Mais il y a une droite en France, elle existe, elle a envie de revanche. Et le programme de François Fillon, c'est un programme de régression sociale, de mise en cause de notre patrimoine de la sécurité sociale, mais aussi c'est un programme de purge. C'est-à-dire quelqu'un qui donne le mauvais exemple, s'il était élu président de la République, dirait aux Français, vous serrez la ceinture beaucoup plus que vous l'avez fait encore, ça sera bien pire. Et donc moi je dis, c'est un danger pour le pays, la cohésion nationale, la cohésion sociale et l'avenir de la France. Donc je ne veux pas prendre de ce risque. Quand je vous entends dire notre pays ne peut se permettre l'aventure, est-ce que ça veut dire que... Alors voilà, mais est-ce que Benoît Hamon aussi c'est une forme d'aventure finalement? Il faut clarifier. Il y a un candidat qui s'appelle Emmanuel Macron qui a présenté son programme. Il y a des choses tout à fait positives dedans. Il y a aussi des clarifications là qui sont nécessaires et qui créent une dynamique. Alors, oui, à l'évidence. Allez-y. Qui crée une dynamique. Oui, donc moi, ma réflexion à ce stade, c'est qu'est-ce qu'on fait
à gauche, hein. En tout cas moi je suis un socialiste, il reste socialiste, social-démocrate de conviction, c'est l'expérience, c'est aussi mon engagement européen, et je me dis comment on fait pour empêcher Marine Le Pen, pour se sécuriser les intérêts du pays, et empêcher une éventuelle élection de François Fillon. C'est une question qui s'oppose aux socialistes, à tous les socialistes. À ce stade, elle s'oppose. Et certains ont apporté la réponse. Et en ce qui me concerne, je le répète encore une fois, je suis attaché à un certain modèle politique, économique et social, et à une méthode en particulier, celle de la démocratie sociale. La question que vous posez, Bertrand Delanoë l'a résolue, c'était hier sur France Inter. Peut-être que dans 2 mois, l'idéologie et les méthodes de l'extrême droite dirigeront la France. Ça me hante. Il faut donner le maximum de force au premier tour au candidat qui peut battre Madame Le Pen. Sur tous ces points, je pense que le candidat qui se rapproche le plus de mes convictions de socialiste, réformiste, européen, réaliste, c'est Emmanuel Macron. Voilà, hanté par Marine Le Pen, il dit c'est Emmanuel Macron. Oui, mais je suis doublement hanté, je tiens à le répéter, par Marine Le Pen et aussi par ce que propose François Fillon, sa conception de l'État. C'est extrêmement grave. Et il a le même raisonnement que vous, est-ce que vous avez la même conclusion que lui? On ne peut pas faire prendre un risque au pays. Et donc on doit prendre ses responsabilités. Mais en même temps, on doit le faire dans la clarté. Moi, je vous ai dit, je suis socialiste, c'est tout. J'ai participé à la refondation du Parti socialiste. Aujourd'hui, par manque de clarté, vous ne pouvez pas soutenir Benoît Hamon. C'est ça ? Non, il faut à la fois, je dirais, de la clarté, mais il faut aussi assumer ce qui a été fait avec les réussites et les échecs. Il y a eu des échecs. Ça fait 2 mois que tous les socialistes disent ça à Benoît Hamon. Il voudrait défendre le gouvernement, on le saurait. Écoutez, donc il est contre les 3%, il ne soutient pas le gouvernement. À ce point prenez vos responsabilités. Impatient. Je vous rappelle qu'il y a une date qui est importante, qui vient très vite, c'est dans une semaine, c'est le dépôt des candidatures, la fin des 17 mars. C'est par exemple 17 mars, vous la connaissez. Bon, donc voilà, et il n'y a pas de temps à perdre, si vous voulez ma réponse, il n'y a pas de temps à perdre, et en particulier pour les gens comme moi, les sociodémocrates, les socialistes sincères, qui veulent que la gauche joue son rôle, pour qu'il y ait une discussion entre socialistes. Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher la menace et surtout porter un projet qui redonne confiance aux Français? Ça, c'est très important. Et j'insiste aussi... On a compris. Non, mais vous avez compris. Gouverner, c'est aussi une méthode. C'est un président, un Premier ministre, un gouvernement, un Parlement. Comment ça fonctionne? Avec quelle majorité? Gouverner, c'est aussi des réformes. Et comment on les fait? Le dialogue social, par exemple, pour réformer avec des compromis. Sinon, ça ne marche pas. La suite de notre discussion dans une minute. Victor Maté pour l'essentiel. Johnny Hallyday traité depuis plusieurs mois pour un cancer. Le chanteur de 73 ans l'annonce lui-même un message sur les réseaux sociaux, également pour rassurer ses fans après des rumeurs alarmistes ces derniers jours sur Internet et dans la presse People. Le naufrage du PSG Paris qui a sombré chez le FC Barcelone, 6-1. Le club de la capitale qui est surtout éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions après pourtant avoir gagné 4-0 à l'aller. Des routes inédites dans l'histoire du foot européen. Après avoir découvert des fragments de corps et des bijoux appartenant à la famille Troidec, les recherches se poursuivent ce matin à Pont-de-Buis, c'est dans le Finistère. C'est là que se trouve la ferme du beau-frère qui a reconnu le quadruple assassinat de la famille Troidec. Leader dans le secteur du ciment aux États-Unis, Lafarge se dit prête à vendre son ciment pour bâtir le mur de Donald Trump à la frontière mexicaine. Le PDG du groupe franco-suisse explique que Lafarge n'a pas d'opinion politique. France Info. Jean-Marc Ayrault est avec nous jusqu'à 9h sur France Info pour l'émission politique Question Gilles Bronstein. Oui, vous avez décidé de renoncer au vote électronique pour les Français de l'étranger. Je crois qu'il y a 1 million et quelques d'inscrits. Et François Fillon vous a sévèrement reproché cette décision qu'il impute à un déni de démocratie. Enfin, il parle d'un déni de démocratie. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui ai répondu qu'il ferait mieux de faire preuve de lucidité et de responsabilité pour quelqu'un qui prétend pouvoir être président de la République, qu'on a le devoir de protéger l'intégrité d'un scrutin. Et qui était vraiment menacé. Il se trouve, oui, qu'il y a des menaces. Nous avons analysé le vote de 2012, et puis il y a eu des tests grandeur nature sur un nombre très important d'électeurs théoriques qui ont participé, 12 000 personnes, par l'Agence nationale de sécurité des services d'information, qui est placée auprès du Premier ministre. Quand j'étais Premier ministre, j'ai d'ailleurs renforcé les moyens de cette agence, parce qu'on voit bien que le numérique permet d'énormes progrès, mais en même temps, il présente aussi des risques, on le sait. Et donc, sur la question ces tests de grandeur nature ont montré qu'il y avait un risque.
sur l'intégrité du scrutin. Donc nous avons décidé de surseoir l'utilisation du vote électronique. Par contre, mon ministère a le devoir de tout faire pour permettre aux Français de l'étranger de voter aux élections législatives. Donc nous allons augmenter le nombre de bureaux de vote, notamment pour ceux qui sont dans des sites de régions éloignées. Nous avons aussi le vote par procuration et surtout quelque chose qui n'existe plus sur le territoire, en métropole, c'est le vote par correspondance. Donc les électeurs qui vont vouloir effectuer leur vote et leur devoir électoral pourront le faire. On va leur faciliter les choses. Et donc la décision est prise. Et ça ne veut pas dire que pour l'avenir, on ne va pas retravailler et sécuriser un système de vote électronique. Donc la décision est prise. Elle est prise et la réponse il faut l'assumer. À François Fillon est définitive. Mais vous savez, ça participe à toutes les menaces qui existent et le Conseil de défense récemment, sous la présidence de François Hollande, s'est réuni et a travaillé là-dessus pour prendre des mesures pour qu'on ne puisse pas faire d'ingérence de quelque nature que ce soit dans la vie politique française. On parle beaucoup des affaires de François Fillon, mais le Canard enchaîné hier évoquait Emmanuel Macron concerné par une enquête de l'inspection générale des finances, un soupçon de favoritisme pour une entreprise lorsqu'il était au ministère de l'économie. Et Christian Jacob, président des députés Les Républicains à l'Assemblée nationale, s'est étonné que sur cette histoire-là, le parquet financier n'agisse pas avec la même célérité que pour François Fillon. On écoute Christian Jacob, c'était hier sur France Info. Il y a une suspicion de l'inspection générale des finances. Moi, j'aimerais bien que le parquet national financier se saisisse rapidement. Ça va être intéressant d'ailleurs de voir si Mme Houlette se précipite pour se saisir de cette affaire ou pas. Deux poids, deux mesures. Vous voyez, c'est encore le même discours. C'est une attaque contre la justice, et comme si la justice était Madame la procureure générale Houlette aux mains du gouvernement. Le parquet financier était très rapide sur François Fillon. Et pourquoi ne l'est-il pas sur Emmanuel Macron ? C'est très simple. Oui. Michel Sapin a commandé une enquête à l'inspection générale des finances, après avoir eu connaissance qu'effectivement il y avait eu un certain nombre de marchés effectués non pas par le ministère d'Emmanuel Macron, qui est hors de cause dans cette affaire, par un opérateur du gouvernement qui s'appelle Business France. Et qu'il s'est avéré, à la suite de l'enquête, dont nous n'avons pas le rapport définitif, que Michel Sapin a commandé, qu'il y a eu des dysfonctionnements et que si certains faits relèvent du droit pénal, alors le ministre, j'imagine, saisira le parquet au titre de l'article 40. Ne vous faites aucun souci, mais le droit sera respecté par le gouvernement. Le parquet pourrait se saisir tout seul, comme il l'a fait dans l'affaire Fillon. Là, il ne s'agit pas d'article. Il s'agit d'une... Au contraire, je dirais que le gouvernement est exemplaire. Il est informé de dysfonctionnement, il commande aussitôt une enquête à l'inspection générale des finances. Cette enquête n'est pas encore totalement arrivée parce qu'elle n'est pas définitive, mais le rapport n'est pas définitif. Aussitôt qu'il l'est, Michel Sapin l'a dit, il prend ses responsabilités. N'ayez aucun doute sur ce sujet. Guy Birenbaum. Le PDG du géant franco-suisse des BTP, Lafarge Holcim, a fait savoir hier qu'il était prêt à participer en fournissant des matériaux à la construction du mur que projette Donald Trump pour séparer par une frontière le Mexique des États-Unis. Qu'en pense le ministre des Affaires étrangères français ? Écoutez, cette entreprise a déjà fait parler d'elle il y a peu de temps, puisqu'elle a été accusée d'avoir financé Daesh pour pouvoir continuer les activités en Syrie. Donc il y a, paraît-il, une enquête en cours. Et là, Lafarge dit « moi, je ne fais pas de politique ». Bon, très bien, ne fait pas de politique, mais je rappelle quand même que les entreprises, et nous avons travaillé au gouvernement pour développer cette dimension, ont aussi une responsabilité sociale et environnementale. Donc, il y a des entreprises qui adhèrent à cette démarche et qui savent qu'elles ont une responsabilité. Mais vous avez moyen de dire à Lafarge, donc moi, d'abord, je condamne les méthodes de M. Trump. J'ai rencontré mon homologue mexicain des affaires étrangères. Je peux vous dire que le malaise que ça crée au Mexique, le trouble profond dans la relation entre le Mexique et les États-Unis. Donc moi, je suis contre la méthode. Et quant à Lafarge, moi, je l'appelle à ses responsabilités. La responsabilité... je n'ai pas de pouvoir. On est dans un État où les entreprises ont leurs propres responsabilités, l'État les siennes. Il n'y a pas de loi qui m'interdise de dire que vous ne pouvez pas prendre tel marché. Mais il faut que cette entreprise réfléchisse bien. Non seulement... Une entreprise, elle a beau dire je ne fais pas de politique, mais elle a une responsabilité économique et sociale et environnementale. Vous en appelez à sa responsabilité. Et d'autre part, elle devrait bien réfléchir à ses propres intérêts, parce qu'il y a d'autres clients dans le monde qui vont regarder ça avec certaines stupéfactions. Dernière question, Guy Birenbaum. Le Parisien révèle ce matin que 500 parrainages auraient été sollicités pour la candidature de François Hollande. Il serait gelé des candidatures présidentielles dont je rappelle qu'elles sont closes le 17 mars. Est-il possible, monsieur Hérault, que François Hollande soit finalement candidat ? En théorie, tout est possible et réciproquement, mais
Vous avez entendu parler de ça? J'ai aucune raison de ne pas croire à la sincérité de la parole de François Hollande lorsqu'il s'est exprimé devant les Français. Donc c'est faux? Quand il a dit qu'il renonçait. Je n'ai aucune information. Comme vous, je l'ai lu ce matin dans Le Parisien. On peut tout faire des hypothèses. Il y a toujours des rumeurs dans tous les sens. Et on n'est pas obligé de les relayer systématiquement. Moi, le président de la République s'est adressé solennellement devant les Français. Il l'a fait en conscience. C'était sans doute pas facile. Moi, j'aurais préféré qu'il ne se mette pas dans ce cycle de la primaire. Il l'a fait, mais il assume maintenant. Et je crois qu'il faut respecter sa décision. Il y a peut-être quelqu'un qui a stocké les 500 parrainages et on attendra le 17 mars. Il y en avait qui l'avaient fait pour Juppé aussi, je vous le rappelle. Oui, il n'y en avait pas 500. Il y en avait 242, exactement, je crois. Très exactement. Merci Jean-Marc Ayrault d'avoir accepté l'invitation de France Info. Merci à tous, à demain.